destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Bon, décortiquant tout ça, parce qu'aujourd'hui, on sort complètement des sentiers battus. Oh, ok, oui. On va loin. Ouais, on va vraiment très loin. Je veux dire, quand on s'imagine le Japon, on pense souvent aux foules immenses de Tokyo. Les néons, les petits temples cachés. Exactement, les rues super étroites de Kyoto, l'humidité accablante en été. Mais là, pour notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, on explore une réalité complètement différente. On a épluché un guide de voyage ultra détaillé produit par Aéria Voyage, rédigé par Yvan Junior Blanchette. Un excellent guide d'ailleurs. Très fouillé. Vraiment. Et l'objectif de notre analyse, c'est de comprendre pourquoi Sapporo, donc la capitale du nord du Japon sur l'île d'Hokkaido, et pourquoi cette ville-là mérite de détrôner le traditionnel circuit Tokyo, Kyoto, Osaka. C'est une grosse mission, ça. Détrôner les classiques? C'est ambitieux, oui. Mais tu sais, on parle d'une ville qui promet de l'air pur, de l'espace puis des extrêmes climatiques assez intenses. Pour te donner une idée de mon état d'esprit avant de lire ça, mettre une grosse noisette de beurre puis du maïs en conserve dans un bol de ramen, pour moi, ça sonnait comme un sacrilège total. Ah ben, je comprends. Ça a l'air d'une invention de pub nord-américain, genre, pour plaire aux touristes. C'est ça. Mais apparemment, c'est une vraie technique de survie. Fait que je suis vraiment curieuse de décortiquer comment Sapporo redéfinit l'expérience japonaise. Pour bien comprendre Sapporo, je pense qu'il faut commencer par poser le cadre géographique, parce que c'est là que tout se joue. L'île d'Hokkaido, c'est pas juste un petit bout de terre au nord. Ça représente environ 22% du territoire de tout le Japon. 22%? C'est presque le quart du pays. Exact. Mais c'est là que le contraste est frappant. Ça abrite moins de 5% de la population japonaise. Ah, wow! OK. C'est vide, dans le fond. Comparativement au reste du pays, oui. Si on regarde la situation dans son ensemble, on passe de l'hyperdensité qu'on associe toujours au Japon à un endroit défini par l'espace et par une certaine forme d'isolement aussi. Fac, on a tout cet espace-là, mais comment ça se traduit quand on pose le pied à Sapporo? Parce que c'est quand même une grande ville, c'est pas juste un grand champ vide. Non, c'est une vraie métropole. Mais l'architecture et l'aménagement urbain, c'est la première preuve tangible que tu as quitté le Japon classique. L'espace dicte vraiment l'expérience du visiteur. Genre, les rues sont plus grandes. C'est exactement ça. En fait, la ville a été construite à la fin du 19e siècle, puis elle est basée sur un système de quadrillage. Un peu comme en Amérique du Nord. Pleinement inspiré de l'urbanisme nord-américain, oui. Les rues sont larges, tout est à angle droit. La navigation est hyper logique. C'est super facile de s'orienter. Ça, c'est fascinant parce que j'ai toujours entendu dire que se retrouver à Tokyo, par exemple, c'est un cauchemar, avec les adresses qui suivent pas d'ordre logique. À Tokyo, c'est un labyrinthe organique. Sapporo, c'est des blocs. Et le plus gros avantage de ça, c'est que tu vois le ciel. Ah, tu veux dire que t'es pas écrasé par les bâtiments? C'est ça. La ville t'étouffe pas. T'as de la lumière, l'air circule, et le cœur névralgique de tout ça, c'est le parc Odori. Le fameux parc Odori! J'ai vu des photos dans les documents. C'est une longue bande verte, c'est ça? Ouais, ça fait 1,5 km de long. Ça coupe le centre-ville en deux, d'est en ouest. C'est l'épine dorsale de la ville. Mais là, attends, j'ai une question. Avoir des rues immenses, droites, avec un gros parc au milieu. C'est bien beau en été, mais on s'entend qu'Hokkaido, c'est en nord. Il fait froid. Très froid. Fait qu'un quadrillage nord-américain avec de grands boulevards, ça doit faire des corridors de vent épouvantables en hiver. C'est un peu comme au centre-ville de Montréal quand le vent du nord s'engouffre entre les tours. Comment les gens survivent à ça? L'astuce de survie hivernale des habitants de Sapporo, c'est le souterrain. Ils ont construit une immense passerelle souterraine qui s'appelle le Shikao. Ah! Comme notre réseau à Montréal. Exactement le même principe. Ça relie la station Odori à la gare de Sapporo sur plusieurs pâtés de maison. Tu peux traverser une bonne partie du centre-ville, aller faire tes courses, manger, tout ça, sans jamais avoir à affronter la neige ou le froid. C'est brillant. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. C'est bien pratique, ces grandes rues puis ces souterrains. Mais est-ce que ça tue pas un peu le charme, tu sais, l'intimité qu'on recherche quand on va au Japon? Les petites ruelles, les petits bars cachés? C'est une excellente question.
Mais si on regarde l'association dans son ensemble, cette aération-là permet à des quartiers comme Susukino, qui est le grand district de divertissement juste au sud du parc Odori, d'être extrêmement vivants. Fait qu'il y a quand même de l'ambiance. Énormément d'ambiance. C'est rempli de bars, de petits izakayas, de salles de concert. Mais la différence, c'est que t'as pas la surcharge sensorielle accablante de Tokyo. Les bâtiments s'empilent à la verticale, donc t'as l'intimité des petits bars aux étages. Mais quand tu sors dans la rue, tu peux respirer. C'est le meilleur des deux mondes, dans le fond. Absolument. Et ce vaste espace-là, ça n'impacte pas que l'urbanisme. Le guide mentionnait que ça change aussi ce qui pousse sur ses terres et ce qui nage dans ses eaux. Ce qui nous amène à la scène culinaire. La gastronomie d'Hokkaido, c'est le garde-manger du Japon. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ramenons l'histoire du ramen de tantôt, le fameux ramen de Sapporo. Le fameux bouillon miso. Avec du maïs et du beurre, honnêtement, quand j'ai lu ça, j'étais sceptique. Le beurre dans le bouillon chaud. Ça a l'air super nord-américain ou juste moderne. Comment ça s'inscrit dans la tradition japonaise? En fait, la géographie et le climat rigoureux, ce sont les ingrédients principaux ici. La nécessité engendre l'innovation. Le ramen de Sapporo a été inventé spécifiquement pour combattre les hivers glaciaux. Fait que c'est une recette utilitaire à la base? C'est ça. Le beurre, c'est pas juste pour les goûts. Ça ajoute des calories importantes pour les travailleurs, oui, mais surtout, ça crée une couche de gras à la surface du bouillon. Ah, pour empêcher la chaleur de s'échapper? Exactement. Ça retient la chaleur du bouillon pendant que tu manges, même s'il fait super froid autour. C'est une adaptation culinaire purement fonctionnelle qui est devenue, un joyau culturel. Et on peut encore manger ça aujourd'hui, j'imagine? Absolument. T'as la Ramen Alley à Susukino, qui est ouverte depuis 1951. C'est la place pour vivre cette expérience-là. Sérieux, je suis fascinée. Et pour les fruits de mer, parce que le guide souligne que les eaux d'Hokkaido produisent les meilleurs fruits de mer du pays. Ouais, les eaux froides ralentissent le métabolisme des animaux marins, ce qui fait qu'ils accumulent plus de gras et d'acides aminés. Qui les rend plus goûteux, j'imagine? Plus doux, plus riches. L'oursin de Hokkaido, le fameux uni, est réputé mondialement. Même chose pour le crabe des neiges, le crabe poilu, les pétancles. Juste à t'entendre, j'ai faim. Et on trouve ça où concrètement quand on visite la ville? Le spot incontournable, selon les sources, c'est le marché couvert Nijo, il a plus d'un siècle. C'est là qu'il faut aller pour se faire un déjeuner de fruits de mer frais le matin. Un bol de riz avec du crabe et de l'oursin frais au petit matin, ça, je dis pas non. C'est une expérience en soi. Par contre, il y a un autre truc dans le guide qui m'a fait vraiment rire. Hokkaido produit la moitié du lait du Japon. Ouais, c'est une grosse région laitière. Et apparemment, ça a créé une obsession locale pour la crème glacée molle, ce qu'ils appellent la soft serve. Mais le détail qui tue, c'est qu'ils mangent ça même en plein hiver. Ah ouais, c'est une vraie religion là-bas. La crème glacée est ultra riche, super tueuse à cause de la qualité du lait. Puis le froid à l'extérieur les arrête pas pantoute. Ils vont se prendre un cornet après un gros bol de ramen, par exemple. Le contraste chaud-froid, j'adore. Et si on parle d'ingrédients locaux, je pense qu'on est obligé de mentionner la bière. La bière Sapporo. Impossible de passer à côté. C'est une des marques les plus connues à l'international. Elle a été fondée en 1876. Encore une fois, c'est une question de climat puis de géographie. Les conditions à Hokkaido étaient idéales pour le houblon et l'orge. Le musée de la bière de Sapporo, qui est d'ailleurs situé dans un magnifique bâtiment en briques rouges, ça raconte toute cette histoire industrielle-là. Fait qu'on peut y faire des dégustations, hein? Bien sûr. T'apprends l'histoire puis tu finis avec une bonne bière fraîche. Tu sais, si on résume, le froid dicte comment on construit la ville, comment on mange, comment on boit, mais ça dicte aussi comment on vit et comment on célèbre, non? Totalement. C'est la dictature des saisons, comme on dit. La ville subit pas son climat, elle le met en scène. Je vois ça, le fameux Festival de la neige en février. C'est énorme, non? C'est un des plus grands festivals d'Asie. Ça attire des millions de personnes chaque année. Et ce qui est fou, c'est comment ça a commencé. Ouais, j'ai lu ça. Dans les années 50? En 1950, très humblement. C'était juste 6 sculptures construites par des étudiants du secondaire dans le parc Odori. 6 bonhommes de neige, genre? Puis c'est devenu cet événement massif? Aujourd'hui, on parle de sculptures de neige et de glace qui font plusieurs étages de haut, des reproductions de bâtiments célèbres, des scènes complexes. Les forces d'autodéfense japonaises participent même à la construction. Il y a des échafaudages, de la machinerie lourde. C'est réparti sur plusieurs sites comme à Odori, à Susukino pour les sculptures de glace et au Tsudome. Je m'imagine marcher là-dedans. C'est comme une gigantesque galerie d'art éphémère à l'échelle de toute la ville.
Exactement. Mais comment les gens gèrent les températures? Parce qu'on parle de températures qui plongent régulièrement sous les moins 10 degrés Celsius. Rester dehors à regarder de la glace quand il fait moins 10, ça prend du courage. Ce qui est fascinant ici, c'est la résilience de la ville. Les infrastructures, le réseau souterrain dont on parlait tantôt, l'habillement, les boissons chaudes dans les distributeurs partout, ils ont transformé une contrainte climatique super brutale en un moteur économique de calibre international. Les hôtels doivent être pleins. Complet des mois à l'avance, c'est la haute saison. Puis pour les amateurs de sports d'hiver, la neige elle-même est une attraction. Ah, la fameuse poudreuse de Hokkaido. Japon, qu'ils l'appellent. Oui, Japon. C'est parce que les masses d'air froid de la Sibérie se chargent d'humidité au-dessus de la mer du Japon, puis ça crée une neige incroyablement légère et sèche. Fait que pour le ski, c'est le paradis. Niseko, qui est à environ 90 minutes de Sapporo, c'est mondialement reconnu pour ça. Mais t'as aussi des alternatives moins bondées comme Furano ou Rusutu. Mais mettons que t'es pas un fan de neige, mettons que tu visites le Japon en plein été. Est-ce que Sapporo vaut quand même le détour? Totalement. C'est là que ça devient un refuge estival, quand Tokyo ou Kyoto étouffent sur la chaleur puis l'humidité en juillet ou en août. Ce qui est vraiment intense pour l'avoir déjà vécu, c'est un mur de chaleur. C'est insupportable pour plusieurs. À Sapporo, ça reste doux et sec. Tu peux aller voir les champs de lavande époustouflants à Furano. Oh, wow! C'est magnifique. Et en automne, tu as les feuilles dorées des ginkgo sur le campus de l'université d'Hokkaido ou au parc Nakajima. D'ailleurs, le parc Nakajima, les lacs gèlent en hiver, c'est ça? Oui, fait que tu passes du pédalo en été, au patin ou à la marche sur la glace en hiver. C'est fou à quel point les 4 saisons sont marquées. Très distinctes, oui. Toutes ces merveilles-là, ça donne vraiment envie de faire ses valises. Mais concrètement, logistiquement parlant... Ouais, on arrive à la planification. C'est ça. Comment on insère cette ville nordique-là dans un voyage de, disons, 2 ou 3 semaines au Japon, sans perdre un temps précieux? Parce qu'Hokkaido, c'est loin au nord sur la carte. C'est vrai, ça a l'air loin, mais l'accessibilité est surprenante. Le premier réflexe des gens, c'est de regarder le train à grande vitesse, le Shinkansen. Mais oui, le fameux train qui va super vite. C'est l'image classique du transport au Japon. Sauf que, pour monter jusqu'à Sapporo, le train, ça prend beaucoup trop de temps en comparaison avec l'avion. Le vol direct depuis Tokyo, de l'aéroport de Haneda vers l'aéroport de New Chitose à Sapporo, ça dure seulement 90 minutes. 1h30. Ah, c'est super rapide en fait. C'est une des routes intérieures les plus fréquentées du Japon, et comme il y a beaucoup de volume, les prix restent très compétitifs. Fait que c'est pas nécessairement un gouffre financier, là, de rajouter ce vol-là. Pantoute, c'est très accessible. Et mettant qu'on a juste 3 jours à consacrer à Sapporo, le guide propose un plan de match, un itinéraire. Ça ressemble à quoi? Le guide d'Eria propose un 3 jours bien rempli. Jour 1, tu te concentres sur le centre. Tu commences par le marché Nijo pour les fruits de mer. Le fameux bol de crabe matinal? Exact. Ensuite, tu te promènes au parc Odori pour t'imprégner de l'espace. Et le soir, direction Susukino pour le fameux ramen au beurre. OK, belle première journée d'immersion. Puis le jour 2? Le jour 2, tu fais un peu d'histoire avec le musée de la bière de Sapporo. Tu vas te promener au parc Nakajima. Puis pour le souper, tu te trouves un bon izakaya, tu commandes de l'oursin, tu bois du saké local. Ça sonne parfait. Puis pour la 3e journée, on sort un peu de la ville, là. C'est ce qui est suggéré. Tu as des super excursions d'une journée. Tu peux aller à Otaru, qui est une petite ville portuaire, à juste 30 minutes en train. 30 minutes, ça se fait super bien. Très facile. Otaru, c'est reconnu pour ses canaux, c'est très romantique et pour son verre soufflé. Ou, si tu veux une ambiance plus relaxante, tu vas à Noboribitsu, environ 90 minutes. Pour les sources thermales, j'imagine? Oui, les fameuses onsen. Rien de mieux que d'être dans l'eau chaude à l'extérieur quand il fait froid. C'est magique. Mais attends, il y a des conseils pratiques à garder en tête, non? Parce que qui dit hiver, dit glace. Ah oui, très important. La sécurité au Japon est absolue. Genre, niveau criminalité, t'as rien à craindre. Mais le vrai danger à Sapporo l'hiver, c'est les trottoirs. La glace noire. C'est de la patinoire. Il est crucial d'avoir de bonnes bottes d'hiver avec beaucoup d'adhérence. Tu peux même t'acheter des petits crampons qui s'attachent à tes bottes une fois sur place. Ah, les petits trucs en caoutchouc avec des pointes. C'est ça. Sinon, tu vas glisser partout. L'autre conseil hyper important, c'est l'argent comptant. Ah oui, le cash. C'est toujours surprenant pour le Japon, un pays aussi technologique. Encore plus à Hokkaido et dans les marchés. Dans les grandes chaînes, la carte passe, mais au marché Nijo ou dans les petits izakaya, l'argent comptant reste indispensable. Surtout en zone rurale. Faut prévoir ses yens. Alors je me pose la question. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que sacrifier 3 ou 4 jours de ton itinéraire ultra chargé de 2 semaines pour aller dans le Grand Nord, ça en vaut vraiment la peine? Mon opinion, basée sur tout ce qu'on a décortiqué, c'est que oui.
Le contraste est tellement éducatif. Passer de la densité culturelle et historique de Kyoto, avec ses temples millénaires, à l'immensité naturelle et au rythme plus détendu de Hokkaido, c'est une expérience nécessaire. Ça te donne une perspective différente. C'est le seul moyen de vraiment comprendre l'ampleur et la diversité réelle du Japon. Le pays, c'est pas juste des trains bondés et des sanctuaires. Ouais, ça brise un peu l'image d'Épinal qu'on s'en fait. Complètement. Fait que si on résume, Sapporo, c'est vraiment pas juste une destination où on atterrit pour aller faire du ski à Niseko. C'est une métropole super vibrante avec une gastronomie unique, super bien structurée avec son quadrillage et qui vit profondément au rythme de ses 4 saisons. Et ça soulève une question importante pour quiconque nous écoute en ce moment. Ça nous invite à réfléchir à la rapidité avec laquelle une culture se forme. Ce qui est fascinant parce que Kyoto a des milliers d'années d'histoire derrière elle. Exactement. Sapporo a été développé selon un plan quadrillé à la fin du 19e siècle. C'est une ville qui est extrêmement jeune à l'échelle japonaise. Même à l'échelle mondiale, c'est récent. Tout à fait. Pourtant, en un peu plus d'un siècle, en grande partie à cause de la rudesse de son climat et de son isolement, elle a réussi à forger une identité culturelle et gastronomique tellement forte, tellement authentique, qu'elle rayonne à l'international. Avec sa bière, ses ramen sur vie, son festival de neige. C'est une réflexion fascinante à méditer, je trouve. Le pouvoir de la géographie et du climat, ça peut parfois surpasser le poids de l'histoire pour définir l'âme d'une ville. Les contraintes ont créé une culture unique en un temps record. C'est super beau vu comme ça. L'environnement qui sculpte l'identité presque plus vite que le temps lui-même. C'est définitivement une pensée à garder en tête pour ceux qui pensent planifier un voyage là-bas. Ne pas juste chercher le passé, mais regarder comment le climat façonne le présent. Exactement. Je pense qu'on a fait un beau tour de la question. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. C'était un voyage fascinant, du beurre dans la soupe jusqu'aux sculptures géantes de glace. Le plaisir était pour moi. À la prochaine pour une autre plongée en profondeur. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.